Une fois de plus, bon après-midi, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour votre fidélité à ce programme. Le débat panafricain, c'est la plus grande palabre panafricaine, le grand rendez-vous des idées chaque dimanche sur le continent et sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Le rendez-vous des idées au cœur des sujets, des problématiques qui touchent la marche de l'Afrique des idées pour construire une Afrique fière d'elle avec des Africains debout et au devant de la scène pour un présent et le devenir du continent à la hauteur de ses véritables ambitions, à la hauteur de ses potentialités, à la hauteur des aspirations et attentes de ceux qui se sont sacrifiés au cours de l'histoire pour ce continent et ceux qui continuent également à le faire aujourd'hui. Autour de moi, pour parler des sujets au centre du débat, des invités qu'on ne vous présente plus réellement, des voix et des visages que vous aimez bien de par la pertinence de leur argumentaire, de par leur grande capacité de décryptage des problématiques africaines. Je vais commencer cette présentation par vous, Président Bandakani. Vous êtes homme politique, vous êtes le président du MMP, Nouveau Mouvement Populaire. Bonsoir et bienvenue à cette émission que vous connaissez très bien. Le plaisir est le mien de me retrouver à vos côtés pour faire ce que nous faisons depuis bientôt une décennie. L'émission, je ne la connais pas, j'en suis un des créateurs. Donc, elle est devenue historique. Elle est au cœur de la dynamique panafricaniste. Et elle est le témoin le plus vivant de ce que la trajectoire puissante ne s'arrête pas et ne s'arrêtera pas. Jusqu'à la victoire finale. Alors, merci de m'avoir invité. J'ose croire que vous allez très bien vous-même. Très bien. Parce que c'est important d'avoir la santé pour ce combat qui est difficile. Nous ne le cachons pas. Un bonsoir particulier à mon copanéliste, qui est quelqu'un d'exceptionnel, et qui m'est très cher. Je suis très heureux de le retrouver ici. Et c'est pourquoi je le dis, je suis très content qu'il soit là ce dimanche. Je salue vos techniciens. Je salue tous les panafricanistes du monde entier qui sont scotchés pour essayer de partager cet après-midi avec nous. Avec permission, j'ai quelques petits rappels que je voudrais faire, si vous le permettez. Allez-y, Président. Merci beaucoup, mon cher Boubacar Siddiq. D'abord, vous savez, depuis que le 6e congrès panafricaniste que nous avons organisé a pris fin, je n'ai pas eu l'occasion. Il faut dire il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Oui. Je voudrais profiter de cette tribune pour dire merci. Je ne veux pas revenir sur les grandes résolutions parce que ce n'était pas une opération de communication politique ou de communication, non. C'est très sérieux ce qu'on fait. Les gens vont simplement voir les résultats de ce congrès sur le terrain et tout ce qui va se déployer après. Donc c'est plus de 500 personnes, pendant 3 jours, se sont mobilisées matin et soir, matin, midi et soir. Venant du continent africain. Venant du continent africain. Oui. Venant même pour certains hors du continent africain, se sont mobilisés matin, midi et soir pour penser l'Afrique de demain, pour bien penser le panafricanisme, pour avoir la conscience de leur engagement. Ça a été simplement extraordinaire, extraordinaire. Et je ne peux que dire merci. Merci. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu, à tous les panafricanistes de la diaspora qui, à titre personnel, se sont investis moralement, matériellement et financièrement. Ils se reconnaîtront tous, je ne peux pas citer les noms. Je leur dis merci. Tout à fait. Un merci particulièrement qui vient de mon cœur. Et au nom du NMP, je vous dis merci. Je dis merci aux autorités de la ville de Douala, en particulier son Excellence, Monsieur le gouverneur de la région du littoral, qui a encadré, qui s'est fait représenter. Oui. Et qui a pris toutes les diligences possibles pour que tout se passe bien. Je voudrais, au nom du NMP, lui dire merci. Monsieur le gouverneur, son Excellence Samuel Ivara Dibois, de la région du littoral. Je voudrais dire merci au directeur général du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngor, qui s'est impliqué à titre personnel pour que cette manifestation puisse avoir le succès qu'elle a eu. Je voudrais dire pareil pour la CNPS, son directeur général, M. Noël Mekoulou, Bondo Akam,
qui s'est impliqué à titre personnel et qui a déplacé son directeur régional de littoral pour être présent pendant 3 jours, les 3 jours. Et il est devenu notre frère, il est devenu mon ami, le directeur régional de la CMPS à Douala. S'il est là, s'il m'écoute, je lui fais un clin d'œil. Je dis merci au directeur général de la CMPS pour l'engagement, le soutien qu'il nous a apporté. Nous n'oublierons jamais. Je dis merci à tous les intervenants, dont Jean-Paul Bellec, le professeur Bichal Binam Bikoy, le professeur Roland Guini, qui ont le professeur Ndongo Mebometa du Canada, l'Université du Canada, qui s'est investi pour offrir du nectar aux participants. Je voudrais dire merci à nos frères des Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guinée-Papouasie, qui se sont mobilisés pour cette matinée dédiée aux Caraïbes. De tous les coins du monde entier des Caraïbes, où nous avons célébré cette matinée, où ça a été des moments extraordinaires. Je voudrais dire merci à Pierre Babi, et il transmettra mon merci à tous ceux qui l'ont accompagné pour cette grande fête. Je voudrais dire merci, enfin, à tous ceux qui, au Cameroun, de près ou de loin, c'était le nom, se sont investis matériellement, financièrement, moralement, pour vous accompagner durant ces 3 jours. Ils se reconnaîtront. Je leur dis merci. Quand j'ai fini avec ça, mon cher Boubacar Sidiki, j'ai aussi un devoir envers quelqu'un qui nous est très important. Toto Guillaume, vous le connaissez? Le grand Togui, le grand maître de la musique camerounaise et africaine. Le grand Toto Guillaume, il va fêter ses 67 ans, 67e anniversaire du grand Togui, Toto Guillaume, à 21h, dimanche 21 août 2022, à 21h, à la petite Métisse. La petite Métisse, c'est un bon cabaret à Douala, à la petite Métisse. Il aura 67 ans, le maître, Ngila Nyama, nous l'appelons, le grand maître. Moi, je l'appelle le roi de Sawa, le roi de la côte, qui a bercé toute une génération de musiciens, qui a formé des musiciens, qui a garanti le succès de la plupart des musiciens camerounais et africains, qui a porté, qui a incarné le panafricanisme musical quand les épaissistes, dans les années 70, avaient été plus ou moins neutralisés, quand ils n'étaient pas assassinés, quand ils étaient en exil. Il a continué ce combat au niveau de la musique. Vous savez, il a été le capitaine de l'équipe nationale de Makossa. Donc Toto Guillaume, qui nous a accompagnés aussi pendant ces 3 jours. Il est très à nos côtés depuis des années. Il nous accompagne discrètement. Il nous accompagne de ses conseils, de son encadrement. Et je lui souhaite, nous sommes déjà en fait, par anticipation, je lui ai dit que nous serons là, on va s'impliquer. Et j'invite tous les panafricanistes du monde entier, tous, à s'impliquer dans l'anniversaire du Grand Togui, pour qu'on l'accompagne pour ses 67 ans. Il le mérite. Il a beaucoup fait pour la culture camerounaise et africaine. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un véritable artiste parce que ce n'est pas seulement le musicien, mais il incarne même, il incarne l'artiste, il incarne ça à tout point de vue. C'est une lumière. C'est une lumière. Et nous devons apprendre à célébrer nos héros quand ils sont vivants. Donc nous nous impliquons, le panafricanisme, pour que Toto Guillaume ait la reconnaissance qu'il mérite. Que ce soit un grand anniversaire pour le Grand Togui. Pour que vraiment il soit joyeux, il soit content ce jour-là. J'ai promis de faire ça et je le ferai. Partout où j'aurai une occasion, un espace pour accompagner ce grand homme, n'est-ce pas, à la faveur de ses 67 ans. C'est un devoir rempli. Oui, vous voyez qu'il a écrit, le thème de son anniversaire, c'est « Je te revaudrai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». Il a paraphrasé, c'est un verset biblique. Et ça dit tout le sens. Ça donne sur quelle présidence thématique il place son anniversaire. Grand Togui, nous sommes avec toi. Je vais terminer. Merci beaucoup. Parce que vous avez vu ces 2 bouquins. Oui. Ces 2 bouquins, c'est quelqu'un qui me les a dédiés. Il me les a fait parvenir. Hier, j'étais à une émission, j'étais sur un autre plateau. Jean-Jacques Ayota, il est à l'Est. Il faut dire quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Je ne le connais pas, merci. Je ne le connais pas. Il s'est arrangé, je ne sais pas comment il a fait pour que ces 2 bouquins m'arrivent. Et ces 2 bouquins parlent du panafricanisme. Le panafricanisme est un humanisme, c'est un essai. Jean-Jacques Ayota. Ayota, il a un 2 en philosophie, spécialisé dans l'ontologie.
Il est diplômé de l'École normale supérieure de Yaoundé, titulaire du DIPES 2, inspecteur coordonnateur régional des sciences humaines, chercheur en multilectologie. Il a été meilleur corpus philosophique national à l'occasion de la célébration de la 10e édition de la Journée mondiale de la philosophie au Cameroun, dont M. Jean-Jacques Ayota a consacré 2 ouvrages sur le panafricanisme. Vous présentez au téléphone. Oui. Je ne sais pas si... Merci, Mitterrand, merci. 2 ouvrages qu'il a consacrés au panafricanisme. Un ouvrage spécialement sur Afrique Média. Donc, pour la première fois, nous avons un philosophe qui a théorisé Afrique Média, qui a dégagé le concept philosophique d'Afrique Média. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a dégagé le concept philosophique qu'on appelle Afrique Média. Donc, il a pensé philosophiquement le panafricanisme, mais il a pensé de façon philosophique notre média. C'est tout un ouvrage qu'il a consacré. Je ne sais pas comment, je ne le connais pas, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai décidé de faire ça, de lui rendre hommage, pour lui dire que j'ai reçu son paquet. Et que nous allons nous assurer que ce livre soit suffisamment médiatisé. Et que, pourquoi pas, il vient ici nous expliquer qu'est-ce qu'il a inspiré pour faire tout ce travail. Et consacrer, n'est-ce pas, tout un document, toute une philosophie, toute une réflexion philosophique majeure sur Afrique Média. Je terminerai par Afrique Média pour vous dire merci. Merci aux techniciens, merci à Jérôme, merci au PDG d'Afrique Média qui ont accompagné, n'est-ce pas, la 6e journée de panafricanisme. Ça va être accompagné, le sport a circulé ici, l'équipe technique a été mise à ma disposition. Je ne suis pas un ingrat. Je vous l'ai dit, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Merci à Afrique Média. Merci aux techniciens. Merci à Jérôme. Merci à tous qui sont là. Fabrice Ndoum, toi, comment s'appelle encore mon technicien là? Comment il s'appelle? Bassa, Nathan, tous ces gens qui m'ont accompagné au niveau du sport, qui ont porté ce projet pour que ça soit suffisamment diffusé. Merci. Soyez rassurés, président Badakani, vous méritez plus que ce que nous avons fait pour vous. De toute façon, Afrique Média sera toujours à vos côtés. Merci encore à vous. Merci. Alors, juste à côté de vous, un autre Badakani, vous avez suivi Ernesto Podassé. Je voudrais, à propos de ce sujet d'entrée, alors lire un peu ce que l'ONG Human Rights Watch a écrit sur son portail à propos du Cameroun et de son armée. Alors, c'est une citation, enfin je lis, au lieu de protéger la population des menaces posées par les groupes armés, les forces de sécurité camerounaises ont commis de graves violations à l'encontre des civils, obligeant beaucoup d'entre eux à fuir le domicile, a déclaré Ilaria Allegrosi, chercheuse senior sur l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Les autorités camerounaises devraient mener des enquêtes crédibles et impartiales sur ces graves abus et demander des comptes à leurs auteurs. Ça, c'est un extrait d'un article publié sur le site de cette ONG. Alors, Président Badakani, alors vous, est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'autres analystes et observateurs sur le continent africain, que ce rapport n'est pas crédible du tout? Avant ça, permettez-moi de payer ma dette avec une ou deux personnes que j'ai oubliées tout à l'heure. Allez-y. Ça va être très grave si je ne le fais pas. Allez-y, Président. Je voudrais dire merci aux dockers du littoral de Vaud, les dockers. Les dockers. Avec leur président Vundi. Ils se sont mobilisés terriblement pendant ces 3 jours. Vous ne pouvez pas imaginer. Et quand je pense à eux, j'ai les larmes aux yeux. C'est des gens qui vivent dans des conditions extrêmement complexes au Cameroun. Leur labeur n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Ils se sont mobilisés pour dire nous ne sommes pas africanistes. Ils étaient là pendant 3 jours. Je voudrais dire merci au président Vundi et à ses camarades dockers. Je voudrais dire merci à Mme Linda Larbaoui. Elle n'a pas pu être là, mais elle nous a soutenus moralement. Elle a tout fait pour m'envoyer des messages, s'assurer que j'ai reçu le message et me dire, président, on est avec toi. Elle m'a beaucoup encouragé. Si je ne dis pas merci, c'est pas bon. Mme Linda Larbaoui avec nous, elle nous suit. Oui, elle a fait ça. Je n'ai pas oublié notre ami Awadon Melo. Vous connaissez Awadon Melo, l'ancien ministre, le président Laurent Gbagbo, le seul qui a répondu à notre appel en Côte d'Ivoire. C'est le seul. Je le dis, Awadon Melo, qui a saisi notre appel et qui nous a soutenus moralement et financièrement. Je voudrais dire à Mondo Vision, à monsieur le ministre Awadon Melo, merci.
Merci. Merci, monsieur. Il est à l'écoute, il nous regarde. Voilà. Quand je dis que c'est le seul en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je le dis. Parce que d'autres ont été saisis et n'ont pas réagi. On commence à être habitué. Voilà. Alors, Donc, place la question maintenant. voilà. Alors, votre Donc, mon cher Sédik Aboubakar, une des stratégies de nos ennemis, c'est de nous épuiser à l'usure. C'est une vieille technique de l'impérialisme. C'est quoi vous fatiguer à l'usure? C'est ramener les mêmes choses sur la table, poser les mêmes actes, pour vous amener à vous fatiguer. Comme ça, vous ne parlez plus de ça. Et ça leur permet d'agir, parce que vous êtes fatigué. Je le dis parce que vous vous faites un honneur immense. Vous faites de la publicité et un honneur immense à ce machin, ce chiffon que vous appelez Woman Watch Right, et celle dont vous venez d'appeler le nom. Moi, je ne peux pas appeler son nom sur un plateau. J'ai dit désormais, je n'appelle plus son nom. Pourquoi, nous la connaissons au Cameroun, nous savons ce qu'elle vaut. À titre personnel, elle est très légère, d'abord dans sa vie personnelle. Je dis très légère, et deuxièmement, elle sait pas ce qu'elle appelle le droit de l'homme. Ah, vous êtes surpris quand je vous dis ça? Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Les droits de l'homme ont une histoire. Depuis son élaboration en Afrique, à travers, on connaît plus le Mali, mais les grandes civilisations africaines ont tous géré, ont inventé, ont élaboré et ont constitué, ont donné le contenu de ce qu'on appelle le droit de l'homme. Il n'y a pas longtemps que les Occidentaux l'ont découvert. Il n'y a pas longtemps. Les fausses lumières, telles qu'on les appelle en France, on fait croire que la France est la partie des droits de l'homme. Mais la vérité historique est connue. La partie des droits de l'homme, c'est l'Afrique. C'est en Afrique que le concept et les idées qui constituent ce qu'on appelle droits de l'homme ont été constitués et élaborés. La charte mandin est connue, mais ce n'est pas la seule charte en Afrique. Ce n'est pas la seule charte en Afrique. Toutes les civilisations africaines, les grandes civilisations africaines, ont pensé, ont élaboré, ont géré les droits de l'homme. Quelle est la différence? Quelle est la différence? C'est qu'en Afrique, les droits de l'homme s'inscrivent dans le caractère holistique de la cité et de l'organisation sociale. C'est pour ça qu'on donne l'impression que l'Afrique ne parle pas des droits de l'homme. Parce que comme c'est holistique et c'est vécu holistiquement, n'est-ce pas? Ce n'est pas un aspect de la vie qu'on a enlevé pour lui donner une autonomie philosophique et existentielle, de manière à en faire un critère pour juger l'action d'un gouvernement ou organiser les relations entre les États, la géopolitique, n'est-ce pas? Ou c'est-à-dire établir un ordre de domination sur d'autres peuples. L'Afrique ne connaît pas ça. Le droit de l'homme en Afrique, quand vous lisez toute la philosophie africaine, quand vous lisez toute la spiritualité africaine, les religions africaines, c'est nous qui avons inventé tout ça. Alors, comme d'habitude, ils ont fait comme si c'est eux que ça a commencé avec eux. Comme ils ont fait croire que la philosophie a commencé avec les Grecs, ça fait rire. Ça fait sourire, ça fait rire, c'est une honte, mais bon, ils n'ont pas honte. Comme ils ont fait croire que le monde a commencé avec eux. Évidemment, tout ce qui est bon a commencé avec eux. Ils font croire que les droits de l'homme ont commencé à exister parce que les siècles des Lumières en France nous ont parlé de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est parce que vous découvrez un truc tard. Parce qu'en fait, vous êtes en retard. Vous êtes nouveau dans l'échelle de la vie que vous croyez que ça n'a pas existé avant vous. Ce sont des êtres étranges qui pensent que c'est avec eux que le soleil a commencé à briller. Je vais être poli, des êtres étranges. Mais avant vous, les gens connaissent ça. 100 000 ans, l'homme s'est constitué, il est devenu homme en Afrique. Vous ne parlez pas aux Africains des droits de l'homme. Je fais écho à la déclaration du ministre malien des Affaires étrangères, vous vous souvenez très bien, à l'ONU. Je ne vais pas insister dessus. Alors, donc, les péripéties de ce qu'on appelle droits de l'homme, depuis, je prends leur référence, hein, depuis
c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, en passant par les révolutions anglaises, avec l'habeas corpus, toutes ces histoires sur lesquelles ils se vantent, en passant par la révolution américaine, jusqu'à la Constitution des droits de l'homme, comme charte, l'une des matrices essentielles des Nations Unies. Allez lire ça, allez lire, et venez me dire si ce que vous appelez Human Rights Watch et cette légère dame savent de quoi ils parlent. À l'ONU, c'est un tout indivisible. C'est écrit, allez lire, c'est écrit dans la charte de l'ONU. On ne divise pas les droits de l'homme. Il n'y a pas les droits de l'homme politique, ça n'existe pas. Il n'existe pas les droits de l'homme politique. Les droits politiques vont avec les droits économiques vont avec les droits sociaux et culturels. Tout ça, c'est un tout. On ne divise pas. Mais ce n'est pas vous qui avez fouetté ces gens à l'ONU pour s'asseoir, faire semblant de réfléchir et écrire ça et mettre dans la charte. Moi, vous, on n'était pas là. Nous n'étions pas là. C'est eux qui ont réfléchi. Comme ils savent réfléchir, ils savent tout. Ils ont écrit ça. Mais, comme ils sont malades, comme ils souffrent d'une pathologie qui est en train de les détruire, celle de vivre en détruisant l'autre, ils détruisent tout ce qui touche sur le passage. Ils mentent. Dès qu'ils écrivent quelque chose, leur comportement n'a rien à voir avec ce qu'ils ont écrit. Il y a toujours un divorce entre les théories qu'ils affichent pour tromper les naïfs et mentir et ce qu'ils sont. Le droit de l'homme n'y échappe pas. Mais c'est qui on connaît ça, on connaît son histoire, sa création qui est derrière. Et quand vous savez qui est derrière tout ça, vous savez ce que ça veut dire. Va-t-on rappeler M. George Soros ici? Va-t-on rappeler tout le conglomérat qui est derrière Human Rights Watch, Amnesty International? La dernière séquence qu'il y a eu en Ukraine ne vous parle pas? Vous n'avez pas vu à l'Amnesty International, vous demandé pardon pour dire la vérité? Pardon, parce que le voyou qui est en Ukraine, n'est-ce pas, a menacé Amnesty qui pour une fois a reçu l'ordre de ses patrons de dire la vérité parce qu'il commence à vouloir lâcher ce petit délinquant qu'on appelle Zelensky. Mais malgré ça, ils ont crié, ils ont dit, pardon, on s'excuse. Voilà les droits de l'homme. Voilà les droits de l'homme. Donc nous avons déjà démontré ici à quoi ça sert ce truc. Ce ne sont pas les droits de l'homme. À partir du moment où vous divisez les droits de l'homme, vous n'êtes plus dans les droits de l'homme. Vous êtes dans autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? Nous sommes dans une division de travail géopolitique qui permet aux créateurs de ce machin qu'on appelle Human Rights Watch, de ce truc, à ses créateurs, George Soros, donc aux mondialistes, donc à la communauté internationale, cette entité dont personne ne connaît, et que des chercheurs occidentaux eux-mêmes viennent de dire que cette entité n'a aucune signification scientifique. Ça, c'est récent, hein? La semaine dernière, ça c'est récent, je vous donne l'information, n'est-ce pas? Donc, ils sont aux ordres de leur mandataire, de leur patron. Et qu'est-ce que le patron cherche à ce moment? Vous le savez très bien, à renverser le pouvoir malien, à renverser le pouvoir camerounais. Ils sont en guerre contre ces pouvoirs. Et évidemment, une des modalités, n'est-ce pas, de la guerre, c'est de justifier les coups qu'ils font. De les légitimer auprès de leur opinion. Ce n'est pas pour vous qu'ils font ça, hein. C'est pas pour vous, non. C'est pour leur opinion. Il faut que leur opinion soit convaincue que l'action de leur gouvernement est légitime. Donc, il faut habiller ça d'un manteau droit de l'homiste. C'est ça. Donc, il faut à tout prix habiller ça. Mais sinon, comment ils vont parler à leur peuple? Ce n'est pas à vous qu'ils savent. Ils savent que les Africains ont compris. Hein. Ils savent qu'une grande partie du peuple a compris. Mais pour mettre en branle la machinerie internationale qu'ils ont inventée, qui permet d'aller détruire des pays, d'aller s'ingérer dans les pays, d'aller voler, piller dans les pays, il faut bien habiller le crime. Comme ils l'ont fait au début avec l'esclavage. C'était la mission civilisatrice. Nous sommes dans la continuité de la mission civilisatrice pour mobiliser leurs opinions intérieures, pour poursuivre le banditisme d'État qu'ils font à l'étranger. C'est de cela qu'il s'agit. Deuxième élément, il faut bien que, n'est-ce pas, il y ait une articulation entre leur action et le droit international humanitaire qu'ils ont créé pour protéger les terroristes qu'ils fabriquent et mettent chez vous. Mais est-ce que vous ne touchez pas? Ce que vous venez de me dire concernant le Cameroun, groupe armé, le mot ne vous dit rien. Qui appelle ton groupe armé? Je vous renvoie la question. Ah ben, très bien. Alors, n'est-ce pas? Les Américains viennent de tuer un haut responsable iranien, non? N'est-ce pas? Tout à fait. Il a été jugé. Il est passé par un procès. On a dit représentant d'Al-Qaïda, si j'ai bien compris. Un gros représentant d'Al-Qaïda.
C'est ça notre professeur. Le haut représentant, un grand Al-Qaïda. Ben Laden a fait l'objet d'un procès. Est-ce que Ben Laden, qu'ils ont présenté comme étant mort, ils l'ont jeté dans la mer? Est-ce que Ben Laden a eu droit à un procès équitable? Ce n'est pas un être humain, Ben Laden? Combien va-t-on citer des présumés terroristes que les dirigeants occidentaux ont assassinés sans jugement? Est-ce qu'on peut compter? Mon cher Cédric, puisque vous voulez que je vous réponde, je suis parti sur le plan philosophique pour descendre maintenant au niveau factuel. Dites-moi combien de terroristes occidentaux l'État américain fait tuer matin, midi, soir en disant que ce sont des terroristes, sans jugement, sans qu'il y ait un procès. On appelle ça quoi? Promotion des droits de l'homme? On appelle quoi? Des questions. Mais quand ce sont Maliens, on dit bavure, exaction. Mais quand ce sont eux, ce sont les terroristes. Il n'y a eu aucun procès. Vous comprenez? Il n'y a eu aucun procès. L'action de ces gens en Libye, on peut citer celle-ci, Média a démontré ça, mais je vais vous prendre un cas particulier. Allez-y. Israël. Vous connaissez l'État qu'on appelle Israël? C'est un État terroriste, colonisateur, qui pratique l'apartheid, qui détruit les maisons des Palestiniens, viole les filles palestiniennes, leur prix vaut d'eau et tout et tout. Il y a combien de résolutions de l'ONU contre Israël? Vous avez entendu qu'ils sont condamnés un jour? Cette jupette-là, égarée là, peut aller faire l'enquête en Israël? La chose que vous voulez que je dise le nom là, elle peut aller faire une enquête en Israël, contre l'armée d'Israël. Elle peut essayer. Vous vous rappelez quand le truc qu'on appelle CPI a osé, notre soi-disant ceux qui étaient là-bas, quand elle s'est réveillée de ses illusions, elle a dit qu'elle va aller enquêter sur l'action des crimes américains en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Il y a un certain moustachu très célèbre, Bolton. Il a une moustache méchante. C'est dit que sa moustache est méchante. Il a dit, nous allons détruire la CPI. Et tu mets pied, sinon on va t'arrêter toi-même. D'ailleurs, nous allons saisir tes avoirs. On ne juge pas l'armée américaine. Il s'appelle John Bolton. Il vient d'ailleurs de vous dire encore que l'Amérique a passé le temps à organiser les coups d'État pour renverser les régimes. Bon, alors, écoutez, vraiment, c'est une malédiction, excusez-moi, permettez-moi le mot, hein. Comme l'on veut tout le temps répéter les mêmes choses par pédagogie, oui, d'accord. Vous voyez très bien ce qui est en jeu. C'est à les yeux comme nous prendre. On ne se fatiguera pas. Ce truc à mettre dans la poubelle, moi je ne lis plus le rapport, je vous dis la vérité. Moi je ne lis plus le rapport de Human Rights Watch. Je vous dis la vérité, hein. Je ne les lis plus. Je ne lis plus ça. Et qu'est-ce que vous en faites? Peut-être que je ne lis pas. Ça existe pour moi, ça n'existe pas. D'accord. Et quand j'attrape, je déchire, je mets dans la poubelle. Vous savez pourquoi il fait ça? Non. Et là, je vais terminer donc par là. Parce que pour moi, on bavarde. Alors moi, je dis à mon deux visions, ils vont faire quoi? C'est là où on est maintenant. Je sors d'un congrès, c'est un congrès panafricaniste, passons à l'autre bord. On ne s'amuse pas. Et moi, je ne compte pas sur quelqu'un quand je fais mes affaires. Je ne compte sur personne. Je compte sur celui que j'appelle le vrai Dieu. Je ne me cache pas. Je dis, ils vont faire quoi au Mali? Ils vont faire quoi à l'armée de Cameroun? On va donc voir. Touchez dans l'armée de Cameroun, on voit. Merci. Bon, allez. Touchez, attendez, je suis sérieux. Là, je suis là sérieux. Allez-y, président. C'est vous le patron, vous me permettez? Allez-y. C'est vous le boss. Je vous en prie. Respectez votre autorité. Je dis, là maintenant, c'est sur le défi maintenant. Ma réponse, je ne peux plus monter à faire de la pédagogie. Les Africains ont compris. On est dans une bagarre. Ils sont dans leur rôle, on est dans notre rôle. Ils vont faire quoi au Mali? Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'armée malienne? Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'armée du Cameroun? Bon, ok, on attend. Ils vont brailler, bavarder. Ils ne peuvent rien faire. Le petit agent là, le petit Tintin qui s'est fait appeler président de la France, il vient de recevoir une décolletée au Cameroun. On l'a rossé correctement. Il a été rossé copieusement au Cameroun. Il est venu tenter, il a vu. Là maintenant, on sait de quoi on parle maintenant, c'est connu. Même la chaîne diplomatique française qui travaille pour la France, que vous appelez France 24, sans publicité, elle est obligée de dire que échec fracassant. J'ai même capté le capture d'écran. J'ai capté ça. Échec fracassant. Pourtant, ils sont venus avec lui. Hein. Échec fracassant. Donc, nous allons voir ce qu'ils vont faire à l'État malien. Nous allons voir ce qu'ils vont faire à l'armée du Cameroun. C'est là où on est maintenant. Pour qu'ils comprennent que les temps ont changé et qu'ils ne valent absolument plus rien. Donc, c'est un chiffon. On déchire, on jette. Ça sert pour le WC. On vous a compris. Voilà. C'est votre avis. Merci. Non, ce n'est pas un avis. Voilà. C'est si sérieux. D'accord, président. On vous le concède. Merci beaucoup. Vous avez la parole.
au-delà des brillantes interventions qui m'ont précédé, et je salue le Dr Baselekin qui nous a rejoint, notre aîné. Le Dr Diawara vient de vous convoquer un ensemble de manquements graves, parce que là il est allé dans le fond du sujet. Gravement, manquements graves comme la non-association des pays incriminés dans l'élaboration des rapports. Mais je voudrais m'engouffrer dans la brèche qu'il a ouverte. Je vous ai indiqué que c'était des chiffons qu'il fallait jeter complètement déchirés et ça pouvait aider quand on va au WC. C'est ce qu'il faut faire. Alors la formule paraît lapidaire. Ça paraît lapidaire, tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont très élégants, qui sont très diplomates, ils n'aiment pas des choses comme ça. Dans le fond des choses, quand ils parlent, quelle est la référence de ces ONG? Ils se réfèrent à quoi pour accuser les États de porter des atteintes, de commettre des actions? Droit international humanitaire et ce qu'ils appellent droit international des droits humains. Voilà, ils se réfèrent à ça pour expliquer, pour légitimer leur action. D'abord, il s'agit d'une interprétation parcimonieuse, extrêmement parcimonieuse de ces textes-là. Mais plus grave, que fait-on de loi nationale? Question. Que fait-on des lois nationales? Qu'est-ce qui donne le droit des structures dirigées par des femmes légères, pour ne parler que de ce cas, de ce que vous venez de citer, de s'appuyer sur des prétendus droits internationaux, un prétendu droit international, pour regarder de haut des droits, le droit national comme méprise? Parce que, soi-disant, on agit sur la base d'une supposée connaissance du droit international humanitaire et du droit international des droits humains. Je dis que M. Diawara, il allait, il dit, je m'engouffre là-dedans. Le Mali a des lois. Le Cameroun a des lois. Et vous allez voir une chose que le terrorisme est d'abord une violation flagrante des lois nationales. Vous observez ça. C'est-à-dire pour le terroriste, il n'y a pas de loi nationale qui existe. C'est pour ça qu'il prend les armes. Et il justifie l'inexistence de loi par la légitimité de son action, qui est basée sur ses sentiments personnels. Le gouvernement est mauvais, nous sommes marginalisés, on a tué ma population. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand on parle souvent, nous avons déjà démontré ici que il ne s'agit pas de droits de l'homme. Nous avons déjà démontré ça. Nous avons démontré qui est derrière ces trucs, ces machins qu'on appelle ONG. Je laisse de côté le fait que souvent même les femmes là sortent avec, comment on dit au quartier, sont des amantes même de gens qui sont derrière ces rapports. Je laisse ça. Il y a les cas, on a vu des cas comme ça. Je vous ai dit que la personne que vous parlez là, elle a été au Cameroun, on la connaît. Votre plateau est respectable. Je ne veux pas dire, nous la connaissons, nous savons qui elle est. C'est-à-dire en termes même de carrière personnelle, c'est du... Elle ne veut même pas qu'on parle d'elle ici. Mais je suis en train de vous dire que parce que quand on voit, vous entendez droit international humanitaire et droit international des droits humains, hein, on dit que non, vraiment, c'est grave. D'abord, je recommence, c'est une interprétation extrêmement parcimonieuse de ces trois déjà références juridiques-là. Non seulement, Dr Diawara vient de le dire, dans l'association des gouvernements concernés, des pays concernés à l'élaboration de ces rapports, mais vous verrez que le droit humanitaire et le droit international humanitaire et le droit international des droits humains dont ils se revendiquent pour agir, quels sont les pays qui violent ça le plus? Ce ne sont pas les pays africains. C'est leur patron. Les pays, les puissances. Mais surtout, on ne le dit pas souvent, les multinationales qui emploient ces ONG et qui financent, qui sont tapés dans leur conseil d'administration, qui sont les plus gros contributeurs. Vous, je ne le savais pas. Allez voir qui sont les contributeurs de ces ONG, vous allez comprendre de quoi est-ce que je vous parle. Et quelle est l'articulation, qu'est-ce qu'il y a derrière comme démarche. Vous allez comprendre ce qu'il y a là. C'est-à-dire que les puissances internationales sont celles qui violent le plus le droit international humanitaire et le droit international des droits humains. Les théâtres sont nombreux dans le monde à l'heure actuelle. Vous pouvez aller au Yémen, vous pouvez aller en Libye, vous pouvez aller partout où ces gens-là opèrent. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Israël. Allez partout où ils passent, allez dans leur pays.
Ça fait aller dans les pays. Vous connaissez la situation de la population carcérale américaine? Vous voulez qu'on parle de ça? La situation carcérale, la population carcérale américaine. Vous voulez savoir leur état? De temps en temps, on dit un mot pour dire que bon, ok, parce qu'ils nous suivent beaucoup. Hein. Depuis que nous avons traqué, ils commencent dans leur rapport à faire semblant de condamner les nations des terroristes. Comme là, dans le rapport, et qu'ils vont savoir les condamner. Mais c'est pour tromper les naïfs. Parce que cette condamnation ne sert à rien dans la mesure où on met les armées d'un État au même niveau que les terroristes créés par les patrons de ces ONG. Vous voyez le jeu? C'est-à-dire que les patrons de ces ONG créent des terroristes et ils se servent du droit international humanitaire et du droit humain et du droit international des droits humains pour protéger les terroristes créés par leurs patrons. Ça, c'est le circuit que je suis en train de vous dire. Mais maintenant, tout à l'heure, je vous ai interpellé sur est-ce qu'il y a des lois nationales dans les pays où ces ONG sont censés intervenir? Oui. Vous voyez tout le jeu, c'est très fin. Parce qu'un terroriste est un héros pour ces ONG, pour leur puissance. Pourquoi? D'où vient son héroïsme? Il viole la loi nationale. Il dit qu'il n'y a pas de loi dans le pays dont il est originaire et contre lequel il a pris les armes. Il part du principe qu'il n'y a pas de loi là-bas. Donc, il n'y a aucune instance là-bas, mon cher ami, qui peut le sanctionner. Mais pourtant, les instances existent, il y a la loi. C'est là où il y a le jeu, c'est là où il y a la manipulation. Merci beaucoup. Vous comprenez? Attendez, allez-y, le président. À partir du moment où Bakar se dit où on dissout le droit national, on le dissout, le débat n'est plus possible avec ces gens. C'est pourquoi moi je suis pour leur expulsion systématique des pays. Ça, ma position est claire. On peut pas les laisser. Parce qu'à partir du moment où vous admettez ça, vous acceptez qu'il n'y a pas le droit chez vous. Il n'y a pas le droit chez vous. C'est pas vrai. Parce que chez eux, quand les terroristes se retournent contre leur mandataire, les pays là, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de procès, mon cher. Tu dis que... Mais il n'y a pas de procès, mon cher. Il n'y a pas de procès. On les abat systématiquement. Qu'est-ce qu'on a fait aux terroristes qui revenaient de Syrie et qui sont retournés contre la France? On a sous-traité avec l'État irakien leur assassinat. C'est M. Hollande qui l'a fait. M. Hollande, ce petit voyou. Président, je vous en prie. Voilà, vous avez commencé. Non, je vous en prie. Vous avez commencé. Nous sommes sur un plateau. Mais voilà, on est un média sérieux. Vous me rappelez ça tous les jours? Moi, je ne suis pas sérieux. Non, je n'ai pas dit ça, président. Président Badakane, je n'ai pas dit que vous êtes sérieux. Qui vous a dit que vous n'êtes pas sérieux? Je n'ai pas dit ça. Ok, mais d'accord. Où est le manque de sérieux quand on appelle un voyou? Pourquoi quand j'appelle un voyou, vous dites que je ne suis pas sérieux? Non, je n'ai pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit, président. Mais moi, je vous dis que vous voulez faire la police en tête. Je vous dis, ne vous inquiétez pas, je ne fais pas d'erreur ici. Quand j'emploie un mot, je me défends, je sais ce que je suis en train de dire. Je peux vous démontrer que Hollande est voyou. Je vous démontre ça. La preuve. Il tue ces gens en cachette. Pourquoi il n'assume pas? Il sait qu'on peut le poursuivre. Mon cher ami. Pourquoi il va sous-traiter l'assassinat des Français, soi-disant terroristes, par les forces armées irakiennes? Pourquoi il le fait? Vous voyez que vous m'embêtez pour rien. Non, je vous embête pas. Si vous m'embêtez pour rien, vous me traitez de quelqu'un qui insulte les gens. Je n'insulte personne. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Quelqu'un, si tout ce que je dis, je peux démontrer, j'appelle voyou un voyou, c'est ce qu'il est, criminel, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'ils sont. Voilà ce qu'on fait des terroristes, ce soit présumé, parce que, d'après la logique ici, logique de cette saloperie que vous appelez ONG, ces bêtises-là, ces poubelles que vous appelez ONG, d'après la logique, c'est que, à cause du droit international humanitaire et du droit international des droits humains, ce ne sont pas les terroristes, ils sont des présumés terroristes. C'est pas ça qu'on dit? Bon, ok. Bon, dites-moi sur la base de quoi? Un ancien terroriste fabriqué par la France, puisque M. Hollande vous a dit à Mondo Vision qu'il y avait des terroristes modérés et des extrémistes, et que lui s'occupait des terroristes modérés et les Américains s'occupaient des terroristes extrémistes. Est-ce moi qui l'ai dit? Non. Mais ils l'ont dit à Mondo Vision. Je dis que mais on ne vient pas ici s'amuser, je ne blague pas. Hollande l'a dit à Mondo Vision. Vous voulez retrouver la vidéo? Demandez aux techniciens de le faire. On l'a ici à Afrique Média. Hollande l'a dit. Ça, je le sais. Bon, très bien. Je le sais très bien. Bon, quel est le droit international humanitaire et le droit international des droits humains qui donne le pouvoir à un soi-disant président de nous fabriquer les terroristes modérés? Donnez-moi le texte international qui le dit. Et quand il a fait,
Quand il le fait, qu'est-ce qu'il est? Parce que le terrorisme, me semble-t-il, est un crime universellement condamné. Bon, quand un président fabrique des terroristes modérés, on l'appelle quoi? On l'appelle qui? Voyou et gentil. C'est un criminel, c'est un assassin. Il faut le fusiller, monsieur, cher ami. Bon. Mais vous voyez maintenant, quand je vous démontre que je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un... Président Badakani, je pense que... Oui, écoutez-moi. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est que nous avons beaucoup de personnes qui nous regardent. Je suis en train de t'aimer. Oui. Mais je fais le bon travail, je leur dis la vérité. Je vous en prie, Je suis en train de leur dire la vérité. allez-y. Que ces gens ne connaissent Vous pas. pouvez quand même changer. Non, je ne change pas de mot, c'est ce qu'il faut dire. Mais pourquoi voulez-vous que j'appelle un voyou un homme sérieux? Je vous démontre que M. Hollande a fabriqué les terroristes modérés. Il a dit à Mondo Vision, pendant qu'il le faisait, Obama, aux États-Unis et consorts, fabriquait les extrémistes, les terroristes extrémistes. Ils l'ont assumé, ils les ont envoyés en Syrie. Quel est le test international qui autorise ce genre de pratique? Il n'y en a pas, on peut avancer. Très bien, il n'y en a pas. Ok, d'accord. Où sont donc le Human Rights Watch, ces machins, ces bêtises-là sont où pour constater la violation flagrante des tests de référence qu'ils mobilisent contre le Cameroun et le Mali? Vous voulez comment ils me taisent, moi, un Africain? Je vous pose la question. Je vous retourne et on se calme. Bon, Voilà. c'est pas à moi de vous poser la question. Voilà. Bon, moi, mon rôle, c'est de parler. Laissez-moi parler un peu. D'accord. Je démontre que c'est du n'importe quoi, ça n'existe pas. Ils ne croient pas au droit humanitaire international. Ils ne croient pas au droit international des droits humains. C'est du racisme. Ils nous méprisent. Parce que pour ces gens-là, on ne sait pas lire. On ne lira pas ces choses. Nous sommes des nègres. C'est vert, c'est pas vert. C'est blanc, c'est noir. On est bête. C'est ce que ça veut dire. Alors, moi, Badakani, descendant de Pharaon, moi, Badakani, vous me demandez de l'accepter que un truc comme ce truc-là qui est venu au Cameroun, que je connais, est plus intelligent que moi. Parce que pour les courtes jupes, c'est de ça qu'il s'agit, mon cher ami. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous démontre que la référence là, qu'elle convoque, elle ne croit pas ça. Parce que personne ne respecte ça. Il n'y a qu'aux Africains qu'on demande de respecter ce droit humanitaire international, le droit international des droits humains. C'est quand nous qu'on demande ça, mon cher ami. Vous savez pourquoi? Non, président. Mais parce que vous continuez à appeler président des assassins. Parce que vous respectez des voyous. Vous demandez qu'on respecte Sarkozy, qu'on respecte Hollande, qu'on respecte Macron, qu'on s'incline devant von Leyen. On se met à genoux quand il passe, qu'on fasse du drapeau à Trudeau et on s'énile en chef américain. C'est ça le problème que vous avez. Et qu'on continue à se coucher devant le soi-disant secrétaire général de l'ONU. Des bandits, des grands chemins, voilà. Des bandits de grands chemins. Président Badakani, est-ce que vous pouvez chuter, s'il vous plaît, parce que nous n'étions que dans le sujet d'entrée, docteur. Bon, je vous dis donc. Je vous dis donc. Voilà. Okay. Vous voulez que je Est-ce qu'on peut, oui, on peut chuter, parce qu'on a encore nos sujets de l'émission. Bon, à partir de cette démonstration magistrale, au sens noble, voilà une université qui a fait. Quand on dit magistrale, docteur Basileka, il est juste à côté. Une démonstration magistrale. Oui. Voilà. J'ai démontré que ça vaut la référence là. Au nom de quoi le droit international humanitaire et le droit international des droits humains est supérieur aux lois de mon pays? Au nom de quoi? Le docteur, voilà, je crois que ça va. Je vous ai dit magistral. Mais écoutez, je vous dis que c'est une démonstration magistrale. Au nom de quoi? Un État a des lois internes qui lui permettent de gérer le pays. C'est-à-dire de protéger les investissements étrangers, soi-disant. Le vol, qu'on a maquillé en investissement étranger. Bon, maintenant, vous demandez d'être poli, appelons ça comme ça. Voilà. Quand j'ai dit investissement étranger, vous êtes content. Mais c'est du vol, hein? C'est le vol. Alors, donc, et on dit ça. Des lois qui permettent d'arrêter les Camerounais, des Maliens, quand ils ont volé, c'est quand ils ont fait ça. On dit, c'est pas bien, la loi interdit ça. Mais au nom de quoi? Un terroriste, un être humain vient, et dit que non, moi j'estime que la tête du président ne me plaît pas, moi je prends les armes contre lui. Et on interdit à l'État en question de l'appeler terroriste. C'est-à-dire on demande à l'État de nier les lois locales. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi moi je dis, il faut déchirer ça, mettre dans les expulser de manière systématique. Voilà. Merci. Notre position. Merci, président Badakani, homme politique, président du nouveau